Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu lundi l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, le président de la commission de l'UEMOA et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le point de ces rencontres dans cette édition. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a inauguré hier après-midi l'espace boucherie de l'abattoir de Port-Boué qui comprend 93 boucheries, 86 magasins et un espace de consommation de viande cuite, tout cela réparti sur plus de 2 hectares. La crise israélo-palestinienne se poursuit. Elle a coûté la vie à plus de 570 Palestiniens, 25 soldats et 2 civils côté israélien. John Kerry est en Égypte depuis hier soir pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu entre le Hamas et les Israéliens. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier lundi 3 personnalités au palais présidentiel. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, le président de la commission de l'UEMOA et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le point de ces rencontres avec Jérôme Kofi Aboulin. Les entretiens entre le président de la République, Alassane Ouattara, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire ont porté sur la nouvelle résolution concernant l'ONUCI adoptée en juin dernier. Je suis venu ce matin faire le point de la situation. La nouvelle résolution sur l'ONUCI a été adoptée en juin dernier. Donc je suis venu rendre compte au président de la République des dispositions de cette nouvelle résolution et de ce que cela implique, aussi bien pour l'ONUCI que pour la Côte d'Ivoire. Et je suis aussi venu rendre compte au président de différentes discussions qui sont en cours par rapport au dialogue politique. Avant la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, le président Alassane Ouattara a reçu l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Avec le diplomate américain, il a été essentiellement question des relations bilatérales. J'étais très honoré, comme d'habitude, d'être reçu en audience par M. le Président de la République. Il était occasion pour nous de faire un peu le bilan de nos relations bilatérales qui sont de très haute qualité. On est à la veille presque du grand sommet Afrique-États-Unis, donc il était question de discuter un peu les rencontres que la délégation ivoirienne aura à Washington. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire a été succédé dans cette série de rencontres avec le chef de l'État ce lundi par le président de la commission de l'UEMOA. Ce dernier a évoqué avec le président Alassane Ouattara les réformes de l'UEMOA dans les pays membres. Depuis quelques jours, nous avons entamé la revue des programmes et projets de l'UEMOA à Abidjan. Et la conférence des chefs d'État nous avait instruit de voir l'ensemble des programmes, projets et des réformes qui sont en cours dans les pays, où en est-on, pays par pays. Nous avons déjà fait 3 pays, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire est le 4e pays. Et je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai voulu rendre compte au président de la République des efforts importants qui ont été faits par la Côte d'Ivoire en 3 ans, notamment dans le sens de la transposition des directives, mais aussi de l'application des directives. Le président de la commission de l'UEMOA a par ailleurs indiqué avoir reçu des conseils de la part du président de la République, Alassane Ouattara, l'encourageant surtout à conduire l'UEMOA comme un véritable instrument intégrateur sous-régional. L'on connaît désormais les résultats de la mission de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, sur l'évaluation des projets et réformes initiés sur la gouvernance économique et la convergence, le marché commun et les politiques sectorielles. Au dit du président de la commission de l'UEMOA, plus de 50% des réformes initiées sont appliquées. Francis Boifo. La commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, satisfaite de l'application des réformes et de la réalisation des projets initiés en Côte d'Ivoire dans les secteurs de l'économie, des infrastructures, la santé et le transport. Aussi bien sur le marché commun, sur la libre circulation, que sur tous les autres aspects, la Côte d'Ivoire
est l'un de nos meilleurs pays en ce qui concerne la transposition, si on voit simplement qu'en 3 ans, les efforts qui ont été faits. 70% de taux de transposition, 50% d'application. Compte tenu de l'amélioration du climat des affaires et des difficultés liées aux politiques sectorielles, le gouvernement ivoirien fait des propositions. Il y a des difficultés avec certains textes. Nous allons les relire avec lui et moi, faire en sorte que leur application soit effective. Nous avons à cœur d'améliorer dans les meilleurs délais les conditions de vie des populations. Ça passe par la croissance, ça passe par la création de l'emploi pour absorber l'énorme demande d'emploi générée par nos jeunes. Relativement au marché commun de l'espace UEMOA, le président de la Commission invite les 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au respect de tous les tests pour favoriser l'intégration sous-régionale. Le deuxième grand titre de cette édition, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a inauguré hier après-midi l'espace boucherie de l'abattoir de Port-Boué. Coût du projet, 1,675 milliard de francs CFA. Il comprend 93 boucheries, 86 magasins et un espace de consommation de viande cuite. Michel Digré. 93 boucheries, 86 magasins, une zone de consommation de viande cuite et même une banque, le tout estimé à 1,675 milliard de francs CFA. L'espace boucherie de l'abattoir de Port-Boué est prêt à accueillir tous les férus de viande avec des commerçants travaillant désormais dans un cadre sain. Pour compléter les efforts de réhabilitation de l'abattoir, nous entendons aussi procéder aux travaux de nettoyage systématique et d'assainissement des environs de ce lieu de vie et de travail, lesquels doivent devenir la vitrine d'entrée et de tout l'édifice renouvelé, incarnant ainsi la préfiguration de la Côte d'Ivoire nouvelle mise en chantier par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour le district d'Abidjan, la livraison de l'espace boucherie n'est qu'une étape dans la restructuration de l'abattoir de Port-Boué. D'autres travaux suivront. Ce qui reste à réaliser, Monsieur le Premier ministre, c'est la salle d'abattage. Complétera ce dispositif un réseau d'assainissement qui sera en lagune, en terminal, sous forme de station d'épuration, de manière à ce que toutes les eaux usées qui sortent de l'abattoir soient traitées avant d'être jetées en lagune. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan rassure, le gouvernement mettra tout en œuvre pour donner un nouveau visage à l'abattoir. Monsieur le gouverneur d'ici, autonome d'Abidjan, en conduisant à terme les travaux de réhabilitation de cet abattoir pour permettre aux activités de se dérouler dans de bonnes conditions d'hygiène et de mettre à la disposition des populations de la viande de bonne qualité sanitaire, vous donnez raison au gouvernement qui a pris la décision de concéder aux collectivités territoriales une partie des attributions dévolues au ministère, notamment dans le cas qui nous concerne, au ministère des Ressources animales et halieutiques. Construit en 1959, les travaux de réhabilitation de l'abattoir de Port-Boué ont été entamés en septembre 2011 et s'achèveront à la fin de cette année 2014. Le ministre brésilien de la Pêche et de l'Aquaculture a été reçu en audience hier lundi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Eduardo Benito Lopes a dit la satisfaction du gouvernement brésilien de remettre à la Côte d'Ivoire 2000 alevins et annonce l'arrivage de 3000 autres alevins très bientôt. Pour rappel, l'État de Côte d'Ivoire avait remis au Brésil il y a de cela 40 ans 60 spécimens de la souche boaquet de tilapia. Ces alevins remis par le Brésil ont bénéficié d'un programme soutenu d'amélioration génétique qui favorisera le développement du secteur halieutique en Côte d'Ivoire. De nouvelle édition, plus de 40 ans après avoir reçu de la Côte d'Ivoire un spécimen de la souche boaquet de tilapia, le Brésil met donc à la disposition de la Côte d'Ivoire un premier lot de 2000 alevins. Hier lundi, les ministres Kwasi Kobena Adjoumani de Côte d'Ivoire et Eduardo Benito Lopes du Brésil ont procédé au lancement officiel du projet de développement durable de l'aquaculture et de la pêche. Hamza Diaby.
La Côte d'Ivoire, bientôt autosuffisante en produits halieutiques. En tout cas, elle est bien sur la voie. Aujourd'hui, notre pays bénéficie de 5000 alevins reproducteurs et 2000 sont déjà réceptionnés. Un don de la République fédérale du Brésil qui elle-même s'est approvisionnée à Bouaké il y a plus de 40 ans. En l'espace d'un temps record, la Côte d'Ivoire pourra disposer davantage d'alevins pour servir donc de production intensive dans nos différentes stations aquacoles au niveau de la Côte d'Ivoire. La République fédérale du Brésil, reconnaissante de ce que la Côte d'Ivoire a pu faire pour elle, est aujourd'hui heureuse de lui apporter son aide. Nous avons eu une amélioration génétique et maintenant les rendons de façon améliorée ce qu'on a reçu de Côte d'Ivoire. Les 2000 alevins sont depuis leur arrivée en quarantaine au Centre national de recherche agronomique de Bouaké. Ils seront ensuite restitués au ministère des Ressources animales et halieutiques en vue de leur multiplication. Ce projet, dénommé Développement durable des pêches et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, est financé par le Brésil à hauteur de 430 millions de francs CFA. Une autre chance pour la Côte d'Ivoire, dont la production nationale ne couvre désormais qu'un tiers de la consommation annuelle de poissons. Un déficit comblé chaque année par des importations de plusieurs centaines de milliers de tonnes de poissons congelés. Autre sujet, faire connaître les richesses de la faune et de la flore ivoirienne au grand public et sensibiliser les populations au respect et à la protection des espèces. C'est l'objectif du festival Nature Nègre. Il s'est déroulé il y a quelques jours au Centre national de floristique au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le thème, l'homme et la nature. Masokone, Patricia Omouetia. Les parcs et réserves de Côte d'Ivoire renferment de nombreuses espèces végétales et animales, très souvent méconnues des populations. Le festival Nature Nègre veut donc réconcilier les hommes et la nature à travers des expositions, des concours photos et des conférences sur la diversité de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire. Il y a régulièrement des ateliers qui sont organisés, notamment les plans d'opération du parc national d'Itaï, où ces structures sont invitées avec d'autres acteurs pour essayer de définir leurs priorités pratiquement chaque décennie. L'OIPF fait le point des recherches qui ont été menées et essaie maintenant de développer, disons, les orientations à prendre pour tenir compte des nouvelles donnes. Ce festival à caractère compétitif veut non seulement inciter à la prise de conscience des dangers de la déforestation, mais aussi être une plateforme d'échange entre les professionnels du milieu et le public. Aujourd'hui, on a appris vraiment beaucoup de choses. On a compris vraiment la différence entre les parcs et les réserves. On a vu l'importance de la nature. Nous devons sauvegarder des espèces en voie de disparition parce que la Côte d'Ivoire a des atouts. Elle a des animaux, elle a aussi des plantes. En voie de disparition, tu ne se retrouves pas ailleurs, mais tu te retrouves chez nous en Côte d'Ivoire. Le festival Nature Nègre est à sa première édition. ONG professionnels du domaine, élèves et étudiants sont tous attendus à ce rendez-vous des passionnés de la nature. VIH-Sida, droits de l'homme et genre, c'est autour de ce thème que s'est tenu l'atelier de formation des députés, membres de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Un atelier organisé par l'ONU-Sida pour favoriser l'appropriation par les représentants du peuple de la problématique de la lutte contre le VIH-Sida. Léon Brou. Le 11 juillet dernier, l'Assemblée nationale adoptait la loi pour renforcer la lutte contre le VIH et le sida. Cette avancée, selon l'ONU-Sida, marque l'engagement de la Côte d'Ivoire à réduire son taux de prévalence à la maladie, à ce jour à 3,7%, mais ne suffit pas pour atteindre l'objectif zéro discrimination. D'où la présente formation pour permettre aux députés de s'approprier la problématique à l'effet d'une sensibilisation des populations. La Côte d'Ivoire est la locomotive économique de notre région. Il faut que la Côte d'Ivoire se porte bien pour que les autres États aussi se portent à leur aide. Rien ne peut aller sans ces députés. VIH, sida, droits de l'homme et genre, ce sont les trois pans de l'enseignement dispensé aux députés. Il s'agit à terme de mettre en place un réseau de parlementaires pour la lutte contre le VIH-Sida et les députés y adhèrent. Il faut faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne fasse plus partie des 4 pays africains pour lesquels il y a 90% de prévalence. C'est trop. Il est aujourd'hui important
qu'on puisse mener des actions pour que le gouvernement puisse s'intéresser à la mise en place d'un budget conséquent aux actions de sensibilisation sur le terrain. Les parlementaires ont leur place dans cette lutte parce que ce sont eux qui parlent aux populations, ce sont eux les vrais canaux, ce sont eux les premiers responsables. Cet atelier de formation a duré 3 jours du 18 au 20 juillet 2014 à l'initiative de l'ONU-SIDA et du PNUD. En ont bénéficié les 42 députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Les populations de Gagny dans le département de San Pedro viennent de recevoir les clés de leur maternité. Maternité construite par la coopérative agricole de Gagny. Honorine Agnigori. Plus de 15 millions de francs CFA. C'est le coût d'une maternité offerte aux populations de Gagny dans le département de San Pedro. C'est un don de la société coopérative agricole. Selon le président du conseil d'administration de cette structure, Gaston Ramdé, elle va améliorer les conditions de vie de ses membres. Ce geste est le début d'une série d'actions sociales que la société coopérative entend entreprendre au bénéfice de ses producteurs. Le sous-préfet de Doba, Alex Nguesson, qui a reçu les clés de la maternité, a salué l'initiative qui vient soulager les femmes de Gagny et de ses environs. Il a invité les femmes à fréquenter cette maternité. En marge de cette cérémonie d'inauguration, s'est tenue l'Assemblée générale ordinaire de la société coopérative. Elle a été marquée par le bilan de l'exercice 2013. Dans son rapport de gestion, le directeur de cette entreprise, Olivier Giraud-Gagné, a révélé que sa structure a pour une prévision de 5 000 tonnes de fèves de cacao collectées et commercialisées au-delà, ce qui a permis à l'entreprise de réaliser un excédent net de plus de 14 millions de francs CFA et de distribuer environ 52 millions de francs CFA de primes de qualité à ses producteurs. Et puis sachez que les lauréats du concours Nouveau Talent lancé par la RTI sont au nombre de 10 et ils vont bénéficier d'une formation de 3 semaines en écriture de fiction télévisuelle. Leur formation a débuté hier à l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC. Patricia Omouetia. 2 lauréats et 8 candidats. Ils bénéficient d'un accompagnement en termes de formation à l'issue du projet Nouveau Talent initié par la RTI pour détecter et recruter des scénaristes. Je suis appelée à rédiger le scénario de mon projet, à en faire une série. Donc je vais utiliser les armes qui vont m'être données pendant la formation pour effectuer cette tâche. J'espère que j'y arriverai du mieux que je peux. Cette formation va m'apprendre un plus pour que vraiment je puisse pouvoir me canaliser et savoir comment réellement il faut asseoir une vraie base de scénario. C'est un challenge pour nous aujourd'hui de faire en sorte qu'à l'issue de cette formation, effectivement, il y ait de bonnes œuvres. Une formation qui débute aujourd'hui avec l'écriture de fiction télévisuelle. Le réalisateur, les acteurs qui sont les personnes clés qui donnent vie à ce scénario ont un rôle clé, mais c'est d'abord avant tout le scénario qui permet ou pas à ces talents d'éclore. Nous avons donc pour cela mis vraiment un accent important dans le cadre de notre politique d'accompagnement du secteur audiovisuel sur cet aspect de formation et d'accompagnement des scénaristes. L'objectif de la formation est de permettre aux acteurs de travailler en équipe et d'acquérir une méthode afin de mener à bien l'écriture de leur projet. Un scénario, vous voyez, ça commence par une petite graine, ce qu'on appelle le pitch, l'idée originale. Ça se développe dans la structure, dans l'arborescence avec le synopsis. Puis après, on voit apparaître les feuilles. C'est une 3e phase qui s'appelle le traitement, qui est un petit peu moins connu. Et puis finalement, ça porte des fruits. Et c'est le scénario. Pour le représentant de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, il y a un besoin urgent de fiction locale sur les écrans d'Afrique francophone. Le public est friand des séries sud-africaines et de films nigérians, mais toutes les études montrent que les téléspectateurs aiment encore mieux les fictions locales, les fictions de chez elles, pourvu que la qualité soit au rendez-vous. Et la qualité, c'est justement le défi que cette formation vise à relever. Nouveau Talent est donc une vision de la Direction générale de la RTI qui souhaite apporter un souffle nouveau dans le secteur de l'audiovisuel en vue d'un accompagnement vers le succès.
La campagne de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire et sur la culture de l'excellence au niveau de la jeune fille porte ses fruits dans la région de Lamé. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Lamé a enregistré des taux de réussite satisfaisants au niveau des jeunes filles. Kwasi Mamadou. Elle est la meilleure élève de la région de Lamé. Élève en classe de terminale C au lycée moderne d'Azopé, Afsata Koulibaly a obtenu au bac de session 2014 un total de 297 points sur 400. Je n'ai pas particulièrement de secret, mais le fait est que je suis quelqu'un de très motivé et puis je n'aime pas vite me décourager. Je bosse dur, ça c'est vrai. Et je pense qu'il faut avoir la foi aussi, beaucoup être croyante. Aujourd'hui, elle fait la fierté de toute une région, car fruit de la campagne de sensibilisation pour la culture de l'excellence et surtout de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Comme cette jeune fille de 17 ans, 21 autres sur les 30 primés sont les meilleurs de leur promotion. Ils lui reçoivent des kits scolaires, un ordinateur portable et un diplôme d'honneur. Une occasion pour le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de saluer les résultats satisfaisants enregistrés ces 3 dernières années aux différents examens. Nous avons réorganisé les unités pédagogiques, redynamisé les conseils d'enseignement. Et nous avons établi une fiche de contrôle des chefs d'établissement. Mais nous avons également conçu une fiche de contrôle que nous avons mise à la disposition des chefs d'établissement pour effectuer des visites de classe. Et l'un dans l'autre, cela nous a permis de booster la qualité de l'enseignement dans la Drène. Et ça donne les résultats que nous avons, mais nous comptons mieux faire. Tout comme la représentante du préfet de région de Lamé, le président du conseil régional félicite les élèves, les enseignants et le personnel d'encadrement. Maître Jacques Sombo réitère sa volonté d'améliorer les conditions d'études des enfants de Lamé à travers des investissements dans le domaine de l'éducation. Les meilleurs enseignants et meilleures coopératives scolaires de la région sont également récompensés. Ces ambassadeurs de l'excellence ont pris l'engagement de toujours bien travailler afin de contribuer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Et tout à fait autre chose, et parlons du rôle de la presse dans le processus de réconciliation. C'est autour de ce thème que s'est réuni à Daloa, à la section locale du syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire. Ces acteurs de la presse locale ont été invités au cours de cette journée régionale de la presse à s'impliquer pleinement dans le processus de réconciliation nationale. Thérèse Yoboué. Accusée, à tort ou à raison, d'être souvent à l'origine des crises qui ont secoué le pays ou d'y avoir suffisamment contribué, la presse se doit à présent de redorer son blason en s'impliquant résolument dans le processus de paix et de réconciliation prôné par le chef de l'État et le gouvernement. À Daloa, à l'occasion de la première journée régionale de la presse, organisée par la section du syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire, les journalistes ont été invités à la tolérance, au pardon, pour aller à l'essentiel, qu'est la paix. Tous les intervenants à cette cérémonie, ainsi que le préfet des régions, Brou Kwame, ont invité les acteurs de la presse au respect scrupuleux de l'éthique et de la déontologie du journalisme. Ils les ont exhortés à plus de responsabilités dans l'exercice du métier afin d'être de véritables vecteurs de développement socio-économique. Quant à François Gombaï, journaliste à la radio des Nations Unies en Côte d'Ivoire, il a souhaité pour sa part que les journalistes du Haut-Sassandra, voire du pays, choisissent de jouer la bonne carte, celle qui réconcilie les Ivoiriens à travers une information honnête et équilibrée. La nouvelle sous-préfecture de Sandougou-Soba dans le département de Mont, après 6 années d'attente, à son premier sous-préfet, il a été installé. À cette occasion, les cadres et les autorités de la région ont pris l'engagement de développer leur sous-préfecture. On reste avec Thérèse Tapeyoboué. Situé à une quarantaine de kilomètres de Mont, Sandougou-Soba, gros village du peuple d'An, est encore à la traîne en matière de développement. Érigé en sous-préfecture depuis 2008, il a fallu attendre 6 ans pour voir le premier administrateur prendre fonction dans cette localité. En route pour l'installation du nouveau sous-préfet, les autorités ont eu du mal à rejoindre ce gros village du fait du mauvais état de la route. Aujourd'hui, les populations espèrent sortir de l'enclavement. Le préfet des régions a demandé aux villageois et cadres d'apporter leur soutien au nouveau sous-préfet.
2 bâtiments devant servir de bureaux et d'habitation ont déjà été achevés. Le premier sous-préfet, Kanteni Yao Marté, a pris l'engagement de se mettre au travail afin d'aider la localité à relever les nombreux défis liés à son développement. La nouvelle sous-préfecture de Sandougou-Soba manque encore de tout. Électricité, routes impraticables, absence d'eau courante. Les cadres et autorités ne veulent pas cependant baisser les bras. L'arrivée du sous-préfet, nous sommes tous contents pour que le développement y arrive et puis pour que les femmes, les hommes, tout le monde puisse se débrouiller pour avoir, chacun puisse avoir son pain. Environ 15 000 âmes vivent dans la nouvelle circonscription de Sandougou-Soba qui compte 15 villages. Le sous-préfet de Saboudougou ne fera plus la navette entre cette localité et Touba, chef-lieu de région, faute de bureaux et de résidence. Cette localité a désormais ses logements et bureaux administratifs. Nous dit Kwasi Mamadou. Saboudougou, village situé dans le département de Waninou, est peuplé d'environ 15 000 âmes. Pour le bien-être de la population, plusieurs actions ont été menées qui ont favorisé l'érection de ce village de la région du Bafing, chef-lieu de sous-préfecture, en 2012. Jusqu'à cette date, la nouvelle circonscription administrative ne disposait pas d'infrastructures adéquates pour accueillir le sous-préfet et son personnel, obligeant l'administrateur civil à faire la navette entre Touba, le chef-lieu de région, et Saboudougou. Aujourd'hui, cette situation est un vieux souvenir. Saboudougou dispose désormais d'un bureau et d'une résidence pour le sous-préfet. L'œuvre est d'un fils de la région, Boba Gondo, opérateur économique, soutenu par le conseil régional du Bafing. En remettant les clés, Diomandé Lassina, président du conseil régional, a exhorté la population à se mettre au travail afin de faciliter la tâche aux représentants de l'État. Il a également saisi l'occasion pour l'inviter à la cohésion sociale et à éviter les récurrents conflits entre agriculteurs et éleveurs. Satisfaits de l'initiative des cadres et du conseil régional, les autorités administratives ont appelé les jeunes et les femmes à soutenir les efforts du sous-préfet pour le développement de Saboudougou. Pour la prise en charge socio-économique de la jeunesse ivoirienne, l'État encourage l'entrepreneuriat et cela passe par des projets crédibles. Et pour un bon montage de ces projets, les jeunes sont formés aux techniques de montage de projets. Et ceux de la région de l'Ifou viennent de recevoir une formation de 2 jours en montage de projets. Kwasi Mamadou a suivi cette formation pour RTI 1. Pendant 2 jours, ces jeunes responsables d'associations, de mouvements de jeunesse et d'ONG de la région de l'Ifou ont été formés sur l'élaboration d'un business plan. À travers cette formation, la direction régionale de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs veut inciter les jeunes à l'auto-emploi. Car seule alternative, selon le responsable de cette structure, pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Au cours de la session de formation, William To a présenté les dispositions à prendre afin de bénéficier du financement du Fonds national de la jeunesse FNJ. Le formateur a demandé aux jeunes d'être entreprenants, à savoir de disposer d'un projet viable qui sera financé afin de faciliter leur prise en charge socio-économique. Toujours selon William Stowe, directeur régional de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs, la promesse du chef de l'État de créer 1 million d'emplois d'ici 2015 est une réalité. Il faut donc se tourner vers les structures d'insertion avec des projets pour financement. Au cours de cette formation, il était question de civisme et d'attachement aux valeurs républicaines. Cette rencontre qui s'inscrivait dans le cadre de la 13e édition des activités du comité d'organisation des compétitions omnisports de Taoukro a vu la finale de plusieurs compétitions sportives et culturelles. Après la commune d'Atekoubé, la semaine dernière, la caravane du partage était dimanche dernier dans la commune de Koumassi, au quartier campement. Des membres du gouvernement et des élus de la commune sont allés communier avec les fidèles musulmans à la mosquée Al-Nour. Une mosquée Al-Nour, des nattes, des bouilloires, des boîtes de conserve, des boissons conditionnées et des repas destinés à 1000 personnes, le tout d'une valeur globale de 3 millions de francs CFA. C'est le soir tombé. La rupture du jeûne par les fidèles musulmans du quartier Koumassi Campement est particulière ce dimanche. Ils reçoivent la visite de personnalités. Ouattara Lassena, chargé de mission à la présidence, et Sidiki Konaté, parrain. Tout le monde peut faire ça pour aider les musulmans. La population, c'est vraiment d'être fidèle et prier beaucoup pour le président Ouattara et la première dame. Des visiteurs soutenus par des membres du gouvernement. L'un des fondements essentiels de l'islam, c'est la solidarité.
Nous en avons l'illustration avec l'acte qui est posé par notre frère Lassina Ouattara. Nous sommes là ce soir pour l'encourager et pour dire que c'est un exemple qui est à suivre. Un soutien matérialisé aussi par un apport financier. L'occasion est saisie par Sidiki Konaté pour lancer un appel citoyen. L'opération de carte d'identité a été lancée. Il faut aller se faire identifier. C'est important pour quelqu'un qui vit dans un pays d'avoir une pièce d'identité. Une rencontre bénéfique donc, sanctionnée par une rupture collective du jeune. Prochaine étape de cette caravane du partage initiée par Ouattara Lassina, la commune d'Abobo. Et terminons ce journal avec cette information. La crise israélo-palestinienne se poursuit. Elle a coûté la vie à plus de 570 Palestiniens. L'armée israélienne a annoncé hier lundi la mort de 7 soldats israéliens. Depuis le début de l'offensive, le 8 juillet dernier, 25 soldats et 2 civils israéliens ont été tués. John Kerry est en Égypte pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu entre le Hamas et les Israéliens. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.